Bonjour, nous sommes Sandrine et Silver du blog voyagerosetats-unis.com. Après près de 30 ans passés sur les routes américaines avec nos 4 enfants et près de 15 ans à accompagner les voyageurs dans la préparation de leur périple aux USA, nous voici à partager avec vous notre expérience et surtout notre passion des États-Unis. Alors c'est parti, laissez-nous vous faire voyager aux États-Unis. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de nous atteler à une tâche particulièrement difficile, à savoir réussir à vous aider à choisir votre prochaine destination de voyage aux États-Unis, et cela dans un temps limité. Alors on pourrait croire que c'est une chose facile, mais régulièrement on accompagne nos clients dans cette réflexion, et si l'on considère que les États-Unis ont la taille d'un continent, alors vous comprendrez bien que les options sont vraiment vastes et le choix difficile. Du coup, Silver, je te propose que dans un premier temps, on livre à nos auditeurs les questions qu'ils doivent se poser pour choisir la région des États-Unis qu'ils souhaitent visiter. Puis, nous listerons et décrirons les différentes régions, leurs spécificités, les activités proposées et surtout les meilleures saisons pour y aller. Alors, je vois bien à ta tête que tu as peur de l'ampleur de la tâche et je sais que tu n'es pas convaincu que nous tiendrons dans le temps imparti. Mais t'inquiète, je suis là pour conduire la réflexion et surtout te couper pour que l'on reste dans le timing. Alors c'est parti, Silver, fais-nous rêver. Non, attends, je plaisante. Commençons par les différentes questions à se poser pour trouver la prochaine destination de voyage. Alors effectivement, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser et qui peuvent aider à nous aiguiller dans un choix de destination aux États-Unis. Et la première d'entre elles, c'est de savoir si c'est un premier voyage aux États-Unis ou un nouveau voyage avec déjà des régions déjà découvertes. Et parce que la problématique n'est pas tout à fait la même si effectivement c'est une première découverte de l'Amérique. Et il y a une question complémentaire à cette première question, ce qui est de savoir si c'est un premier voyage, est-ce que vous estimez que ce sera le seul, votre voyage aux États-Unis, ou est-ce que vous estimez que ce sera un voyage parmi plusieurs. Et dans ce cas-là, effectivement, l'impact n'est pas le même, les choix ne sont pas le même. Dans un cas, on va essayer vraiment de dire, OK, on va aller à l'essentiel, on va aller voir ce qui, pour vous, représente le plus les États-Unis. Et dans l'autre cas, on va plutôt se dire, OK, on sait qu'on va en faire plusieurs. Par quoi est-ce qu'on veut commencer et on ne va pas essayer de tout faire à la fois. Dans un cas, on va parler plus, si c'est un premier voyage, mais il y en aura d'autres après, on parlera plus d'introduction. Voilà, et l'ordre compte, mais elle ne compte pas tant que ça. C'est pas très grave si à un moment donné, votre premier voyage, mais vous savez que vous en aurez d'autres, il est plus à telle saison ou telle autre, ou vous avez telle durée, on va essayer de faire au mieux dans cette durée-là. Et puis on sait qu'une autre fois, on ira voir d'autres choses. Alors s'il n'y en a qu'un seul, évidemment, là, va falloir aller à l'essentiel de ce qui pour vous représente les États-Unis. Ensuite, une autre question qui est aussi primordiale, c'est la question de la période. À quelle saison souhaitez-vous faire le voyage ? Oui, ça c'est vraiment presque la question la plus importante parce que l'impact du climat, de la météo va être assez décisif pour le choix de la région parce qu'elle va impacter la façon dont on peut visiter chaque région. Donc par exemple, effectivement, en hiver, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi partout. Tout le nord des États-Unis est quand même sous la neige, le froid. On ne dit pas qu'on ne peut pas le faire, on dit que ce ne sont pas les mêmes conditions et qu'on ne va pas découvrir de la même manière, c'est ça. Exactement. En été, à l'inverse, il peut faire très chaud dans le sud, donc il faut en être conscient. D'où la question primordiale aussi que vous devez vous poser, c'est supportez-vous la chaleur et jusqu'à quel point ? C'est une question, surtout pour l'été. C'est une question importante en été, en effet. Il faut aussi penser à l'altitude. Souvent, on pense nord-sud et on ne pense pas haut-bas. Et effectivement, l'altitude est très très importante, notamment dans les périodes hivernales ou même les périodes intermédiaires. On ne se rend pas forcément compte que quand on est sur la rive du Grand Canyon avec des paysages qui ont l'air désertiques, on est à 2000 mètres d'altitude. Pour nous, en France, c'est des altitudes de stations de ski, quoi. Et donc, effectivement, il neige en hiver. Et il peut neiger jusqu'à assez tardivement. Nous, on a eu une tempête de blizzard début avril
sur Grand Canyon. Les gens ne s'attendent pas forcément à ça. Donc l'altitude joue beaucoup, la localisation joue beaucoup, et puis l'impact des saisons, elle joue aussi de plein d'autres façons. Par exemple, la longueur des journées. C'est on s'en rend pas forcément compte, on n'y pense pas, mais c'est très important. Quand on est en hiver et que le soleil se couche à 16h30 à New York, eh ben, c'est pas la même visite, c'est pas la même journée que quand on est en été et qu'il se couche à 21h30. On a quand même des journées beaucoup plus longues en été et ça joue sur les possibilités. C'est vrai qu'on n'a pas en tête en fait que le fait que on se dit qu'on peut découvrir les villes à n'importe quelle saison. Alors c'est vrai, mais quand même, les conditions climatiques impactent quand même les visites. Nous, on a vraiment vu lorsqu'on découvrait New York, quand on faisait des découvertes de New York en hiver, où là, vraiment, déjà, les journées commençaient bien plus tard et se finissaient bien plus tôt. Et il fallait les journées de découverte pédestre, dans ce cas-là, on marche toute la journée, on est dehors. Et on est dehors parfois sous la pluie, avec du vent, parfois sous la neige. Et c'est pas la même chose en fait. Oui, c'est vrai. New York en février ou janvier, les prix sont très très bas. Donc ça a l'air hyper intéressant. Mais les journées sont très très courtes. Et quand il fait -5, votre temps réel dans la journée dehors à visiter, il est quand même vachement limité. Donc en réalité, c'est moins cher, mais est-ce que c'est rentable ? Ça peut dépendre. Ouais. Si on peut revenir aussi sur la chaleur, quand même, nous, c'est quand même un point qui revient souvent en fait. Alors c'est vrai que les gens associent la chaleur vraiment surtout effectivement dans les régions du sud et c'est vrai que c'est important, à savoir la Floride, la Louisiane et le Texas où il peut faire vraiment très très chaud. Moi je me souviens d'un voyage qu'on avait fait cet hiver au Texas avec les filles qui étaient âgées et qui pouvaient pas aller dans les piscines des hôtels parce qu'elles étaient beaucoup plus chaudes qu'un jacuzzi. Enfin, rappelle-toi. Ouais, ça peut arriver. Quand on pense à la chaleur, il faut penser aussi aux activités qu'on va faire, à l'organisation de ces journées. Faut bien imaginer qu'aux États-Unis, tout est climatisé. Donc on ne subit pas la chaleur de la même façon qu'on pourrait la subir à d'autres endroits en France qui sont moins bien équipés. Ouais. Mais il faut bien penser, si on pense qu'on va visiter une ville toute la journée alors qu'il fait 40 degrés, on se met un doigt dans l'œil, c'est pas vrai, on ne le fera pas. Donc en gros, si vous voulez visiter une ville quand il fait très très chaud comme ça, vous pouvez le faire de 7h à 11h. Et après, c'est fini. Il faudra penser à d'autres activités, d'autres façons de faire. Mais on peut être dans ces régions chaudes en été, c'est pas forcément un problème. Mais tout dépend du type de voyage, du type d'activité, du type de choses à faire. Ouais, et c'est vrai que les gens ne se posent pas la question de la chaleur quand ils vont dans l'ouest. Oui, où il peut faire l'été, je parle, 3, 4, 5 degrés plus froid dans l'ouest américain que dans le sud, mais du fait des activités et des timings des activités, on peut le subir de façon beaucoup plus dure que Moi, voilà. Je me souviens de journées très chaudes à Page ou Sedona. S'il fait 38 ou 39 en Floride, mais qu'on a une activité snorkeling ou kayak dans la forêt subtropicale, c'est pas un drame. Alors que s'il fait 34 degrés et qu'on a une randonnée en plein cagnard à 11h du matin ou à 14h, c'est un vrai problème. Et pourtant, il fait 4 degrés de moins, 4 ou 5 degrés de moins. Donc, il faut vraiment regarder ça par rapport au type d'activité, au type de choses à faire. Alors, on a parlé effectivement de la chaleur, mais il reste quand même une question aussi, en fait, de la fraîcheur. Alors, tu n'as pas eu l'hiver, mais il peut, effectivement, comme tu l'as dit, aux États-Unis, il y a quand même des différences d'altitude. Et nous, on est allés dans certains endroits en été où vraiment on a eu froid, où les nuits étaient froides et aussi les soirs ou les matins. Rappelle-toi. Donc, il faut aussi que les gens se posent cette question-là. Est-ce que ça leur va de passer des vacances à la fraîche, on va dire, alors que c'est l'été ? Par exemple. Faut faire attention à l'impact des saisons des pluies. Ça, c'est surtout sur le sud, Texas, Louisiane, Floride. La saison des pluies en hiver, en été, qui peut impacter. C'est pas forcément gênant, mais il faut le prendre en compte. Et surtout à la saison des ouragans pour le golfe du Mexique, qui va impacter grosso modo de la fin août, octobre, novembre. Et là, pour le coup, il y a un vrai impondérable météorologique qui peut perturber un peu les vacances. Donc, encore une fois, c'est pas une absolue no-go, mais il faut l'avoir en tête et il faut l'intégrer dans ses réflexions. De la même manière aussi, l'impact de la saison se fait aussi sur les activités. On a parlé notamment pour les activités aquatiques. Ouais, notamment, tu vois, je pense au Texas.
qu'on aime beaucoup et on arrive à mettre pas mal d'activités aquatiques. Mais ça, c'est essentiellement quand même l'été. Hein. Oui, c'est vrai pour le Texas, mais c'est vrai pour tout l'Ouest américain en fait. Parce que quand on fait l'Ouest américain au mi-saison, comme souvent beaucoup de gens disent c'est plus agréable de le faire en avril ou à la Toussaint, etc. Parce qu'on n'a pas les températures de l'été, etc. Donc c'est vrai qu'on ait des températures plus agréables, mais on enlève tout un pan d'activités possibles. On peut pas faire du tubing à Phoenix. On peut pas faire du tubing, donc descendre de rivière sur bouée. On peut pas faire de baignade dans les lacs. On peut pas faire de kayak. On peut pas faire de rafting. On peut pas aller se baigner dans les swimming halls, dans les rivières. Il y a beaucoup d'activités qui sautent. C'est un peu dommage parce que c'est des activités qui sont franchement très très sympas, qu'on aime beaucoup faire en été. Donc voilà, il faut l'intégrer. Ce ne sera pas le même voyage en avril ou en été, par exemple, dans l'Ouest américain. Enfin, il y a un impact aussi de la période choisie sur la fréquentation et de facto sur le prix aussi. Évidemment, il y a des hautes saisons, des basses saisons. D'ailleurs, c'est pas les mêmes partout. Par exemple, l'Ouest américain est en haute saison sur le début de l'été. Juin, juillet, alors que la haute saison en Floride est plutôt l'hiver et on est en basse saison en été. Donc voilà, chaque région a des hautes saisons et des basses saisons qui sont différentes. Il faut l'intégrer, ça a un impact sur la foule, on peut avoir plus ou moins de personnes. Puis ça a aussi bien sûr forcément un impact sur les prix qui peuvent aller facilement du simple au double selon qu'on soit à la bonne saison ou la moins bonne saison. Si on veut faire New York à Noël, c'est la saison la plus haute. Et les prix sont très 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 élevés, beaucoup plus élevés qu'à d'autres moments de l'année. Ouais. Alors justement sur la fréquentation, j'aimerais qu'on revienne sur un a priori qu'ont les gens. Souvent, ils nous disent effectivement, je vais partir dans l'Ouest, mais je vais y aller plutôt en juin ou en septembre. Comme ça, je serai à contre-courant. En fait, pas du tout. C'est pas vrai, effectivement. Là, il y a une mécompréhension parce que en juillet, août, c'est la haute saison pour les étrangers. C'est le moment où il y a le plus d'étrangers dans l'Ouest américain. Mais les Américains eux-mêmes vont partir plus sur juin, tout début juillet et à nouveau un petit peu en septembre. Et du coup, nous, quand on vérifie les prix des hôtels dans l'Ouest américain, il y a plein de destinations où c'est plus cher en juin, c'est plus cher en septembre, où c'est plus cher fin avril, début mai, qu'au cœur de l'été. C'est pas la plus haute saison ponctuellement sur chacun des endroits, tout à fait. Alors, une fois que vous vous êtes posé la question de la saison, une autre question primordiale, c'est celle de la durée. Combien de jours ou combien de semaines souhaitez-vous passer aux États-Unis ? Effectivement, ça va avoir évidemment un impact sur le choix de la région et sur la taille de la région en fait. Vous ne pouvez pas explorer une région immense comme l'Ouest américain avec un temps réduit. Dans ce cas-là, il vaut mieux se concentrer soit sur une sous-région. Vous allez dire que je vais faire un petit bout de l'Ouest américain, j'en suis conscient, je fais qu'un petit bout. Ou bien alors je vais aller sur une région qui est plus ramassée géographiquement. Par exemple, la Floride est beaucoup plus compacte que l'Ouest américain. Et moins loin aussi. Et aussi moins loin, ça peut jouer aussi. Plus vous partez pour une courte durée, plus le décalage horaire va peser, la durée des vols vont peser. Donc c'est vrai que si on part pour moins d'une semaine, on va souvent rester sur la côte Est et pas aller jusqu'à la côte Ouest avec des vols plus longs, un coût plus élevé de l'avion qu'on ne va pas pouvoir rentabiliser sur une durée plus importante. Donc tout ça joue évidemment sur le choix de la région. Alors en fait, de cette question aussi dérive une autre question qu'il est primordial de se poser. Quel est votre budget global ? Et à combien de personnes partez-vous ? Et ça, parce que nous, on a un certain nombre de personnes qui nous contactent et quand on leur demande leur budget, ils nous disent « Ah j'ai pas vraiment réfléchi, j'ai pas de budget. » Et là, on dit « Ah non, stop !» Vraiment, la première question qu'il faut se poser, c'est « Quel est votre budget ?» Parce que les options ne sont pas les mêmes. Oui, quand on dit « Quel est votre budget ?» ça veut dire réellement « Quel est votre budget max ?» On n'est pas obligé de se dire on va utiliser tout notre budget. Si on peut moins, on fera moins. Si on s'aperçoit que c'est moins cher, tant mieux. Mais il faut savoir jusqu'où on est prêt à aller pour valider que la faisabilité de la région qu'on a choisie, de la durée qu'on a choisie, de la saison qu'on a choisie avec cette réalité budgétaire. Et effectivement, quand on choisit sa destination, il y a des moments ou des endroits qui sont plus chers que d'autres. Si on va dans l'Ouest américain, la Californie, Los Angeles, c'est beaucoup, beaucoup plus cher
que d'autres sous-régions, le plateau du Colorado. Il y a plein d'endroits qui sont beaucoup moins chers. Donc évidemment, ça va impacter si on fait un choix plus ville, plus Californie, si on fait un choix plus nature, où on peut restreindre les coûts. Enfin voilà, ça peut jouer. Il y a des régions pas chères aux États-Unis, les Appalaches. Le sud des États-Unis est quand même moins cher et ça va avec cette question aussi de la saison puisque voilà, quand on dit la Floride est plutôt moins chère que l'Ouest, mais en fait c'est vrai mais c'est pas vrai, ça dépend de la saison. Si vous allez en Floride entre le Noël et le jour de l'an, c'est la période du pic et là on va retrouver des prix qui sont ceux de l'Ouest américain ou des grandes villes américaines, quoi. Ouais, et bien sûr aussi le nombre de personnes parce que ça n'a rien à voir, ce ne sont pas les mêmes budgets de partir à 2 en couple, cet hiver on le faisait bien, ou avec 2 ou 4 enfants. Ou avec des, du coup, là se pose également la question de quels sont les participants du voyage, à savoir est-ce que c'est un jeune couple ou un couple plus âgé, on va dire, ou avec des enfants, si oui, de quel âge, ou est-ce que c'est avec un groupe, soit familial, soit entre amis, avec un grand écart d'âge. Ça, c'est aussi important pour savoir le type de voyage qu'on va faire. C'est vrai, ça va impacter sur le choix de la région, de savoir quel est l'âge des participants, de savoir quelles sont les capacités de marche de chacun. Ça va impacter les goûts des gens, le rythme qu'on veut donner, tout ça. Donc il faut se poser cette question et puis bien choisir en fonction de ça, en évitant de faire des erreurs un peu classiques. On en a déjà parlé 1000 fois sur ce podcast, mais on va le refaire encore une fois. Souvent, les gens disent pas trop nature parce que les enfants n'aiment pas marcher. On va plutôt viser un peu la ville. Et nous, on dit attention, ne croyez pas qu'on marche moins en ville que dans la nature. Non, pas du tout, souvent, c'est l'inverse. Des journées entières à visiter des grandes villes américaines, c'est plus de marche qu'une randonnée dans la journée de 3 heures. Parce qu'on va marcher plus que 3 heures dans une journée. Voilà. Donc, c'est pas si simple que ça. Et souvent, les gens se méprennent un peu sur quels endroits sont les plus appropriés. Nous, on l'a déjà dit, mais on pense que les enfants, c'est plus facile à occuper dans la nature si on choisit bien ses activités, ses lieux, que finalement en ville. Mais voilà, chacun doit faire ses choix en fonction de... Et la question de la capacité à marcher de chacun aussi quand on est en groupe, quand il y a plusieurs personnes. Alors je sais, nous on pose toujours la question à nos clients et ils nous répondent à chaque fois individuellement en disant « Ah ben moi je peux beaucoup ». Et après ils oublient de dire que l'autre personne, elle peut marcher mais beaucoup moins. Et en fait, ce qui est important quand même, c'est la capacité maximum de la personne qui peut marcher le moins dans le groupe. Tu es d'accord? Évidemment. Alors ça veut pas dire qu'après il faut s'ajuster que en fonction de cette personne-là, parce que nous vraiment quand même, nous ce qu'on dit que s'il y a des gros écarts dans les groupes, comme ça, il faut aussi de temps en temps réussir à faire des mini sous-groupes et là réussir à faire de longues balades pour ceux qui peuvent et les autres, il y a toujours des alternatives possibles. Je trouve que ça c'est quand même bien de se mettre cette liberté-là. T'es d'accord? Tout à fait. Ok. On en vient aussi au fait de faire donc des vacances avec des enfants en bas âge ou avec un bébé. Alors, on a fait un podcast à ce sujet. Oui, on va vous renvoyer vers le podcast dédié dans lequel, pour résumer en 3 mots ce qu'on disait, c'est que en fait vous pouvez faire avec des enfants très jeunes en bas âge, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous pouvez faire si vous n'aviez pas d'enfants. Ouais. La question elle est surtout dans votre tête et dans votre envie de vouloir le faire. Mais il y a plein de choses sur lesquelles il faut s'interroger et on liste un peu tout ça dans ce podcast et on donne plein de clés, mais en tout cas nous ça nous a jamais empêché de voyager et ni impacté le choix des destinations. Ça a même accéléré nos voyages, le fait d'avoir des enfants, de plus en plus d'enfants. Juste un petit mot justement pour avant que les gens écoutent ce podcast s'ils sont intéressés, c'est effectivement des vacances faciles aux États-Unis avec des enfants ou des bébés. On parlera de la destination de la Floride, t'es d'accord? C'est vraiment moins de routes, plus d'aquatique, du balnéaire, un rythme moins soutenu. Tout à fait. Comme ça. Mais aussi, on a vraiment beaucoup aimé les balades sur le plateau du Colorado. Avec les enfants, eux, ils adorent grimper, marcher, comme ça. Ou même, vous pouvez les porter sur les porte-bébés, ça. Donc, le petit conseil, souvent, nous, avec les enfants, on a vu quand même, nous, on a évité les grandes villes. Avec les jeunes enfants, effectivement, les villes, c'est quand même ce qui marche le moins.
Alors après, justement, une autre question que vous devez vous poser, c'est souhaitez-vous faire plus de nature ou plus de ville ou un mixte des deux? Alors effectivement, cet équilibre culture, nature, ville, hors ville, c'est un point important sur lequel il faut se poser des questions, et sachant que ensuite chaque région a un mix différent et on peut pas faire des variations comme on veut. Souvent les gens disent ça serait bien de faire 2 jours nature, 1 jour ville, 2 jours nature, 1 jour ville. On a même vu 1 jour ville, 1 jour nature. Voilà. Et en fait c'est la géographie qui va imposer le rythme et le partage entre les deux. Donc on peut dans un séjour essayer de mettre 1 ou 2 grandes villes, etc. Mais on va pas pouvoir choisir exactement à quel moment ça va tomber. Ça c'est le tracé de l'itinéraire qui va l'impliquer, qui dépend de la géographie. Alors il y a quand même une destination, on pourrait dire que c'est une exception cet hiver, où on arrive quand même à alterner plus facilement entre ville et nature, c'est la Floride quand même. Parce que de fait, elle dispose de plusieurs métropoles, la Floride, et la nature est omniprésente. Donc c'est vrai que c'est une destination, quand les gens veulent vraiment de la ville, pas mal de villes, et aussi de la nature, on arrive là à mettre un équilibre assez facilement. Et je rajouterais aussi le Midwest, finalement, des Appalaches jusqu'à Chicago, Washington. En fait, le voyage qu'on a fait l'été dernier, on a fait quand même pas mal de villes différentes. Dans un seul voyage, on a fait Washington, Pittsburgh, Chicago, Detroit, Nashville, Saint-Louis, en grande ville, ce qui fait quand même pas mal de grandes villes. Et pourtant, au milieu de tout ça, on a eu plein d'aventures nature. On est allé faire du kayak, du tubing, des randonnées, etc. Donc on arrive à trouver ce mix. Mais il y a peut-être quand même plus de voitures quand même par rapport à la Floride. Oui, avec plus de kilomètres qu'en Floride, c'est sûr. Mais on a vraiment ce mix de grandes villes et d'activités nature dans ce centre des États-Unis, plus que dans l'Ouest. Et une autre question qui est importante pour nous, c'est est-ce que vous souhaitez avoir une dimension aquatique à votre séjour, à savoir, et est-ce que vous préférez que ce soit des plages? Et bien sûr, quand je dis aquatique, c'est aussi, quand je parle de plage, est-ce que vous souhaitez vous baigner? Parce que par exemple, et à quelle température cet hiver? Oui, effectivement. Alors, si on parle d'abord des plages pour commencer, c'est vrai que souvent les gens se disent ce serait sympa de faire un peu de plage, etc. Alors, ok, mais attention aux températures de l'eau et à la saison, parce qu'on ne peut pas se baigner partout, n'importe où. Par exemple, sur l'océan Pacifique, la côte californienne est plus haut. Faut savoir que les températures dans les courants de l'océan Pacifique sont fraîches, voire très fraîches. Grosso modo, on peut se baigner à peu près correctement un peu au nord de Los Angeles vers Santa Barbara. Et puis quand on monte au-dessus de ça, on est en dessous de 15 degrés en été. Je parle bien en été. Donc à côté de San Francisco, c'est 13-14 degrés les plages. Alors elles sont belles, les plages à Santa Cruz, il y en a plein dans cette région-là, mais on ne va pas pouvoir vraiment se baigner. Donc il faut vraiment prendre en compte ça. C'est vrai dans le nord-est. Effectivement, dans les plages de l'Oregon, on ne se baigne pas. Dans le nord-ouest, et dans le nord-est aussi, Cape Cod, c'est sympa, mais la température de l'eau, c'est quand même frisquet, y compris au plein cœur de l'été. Et donc ça, c'est un point important. Ici, la qualité des plages aussi. Par exemple, dans le sud, Texas, Louisiane, on borde le golfe du Mexique. C'est pas là où on va trouver les plus belles plages du tout. Mais l'eau est trouble à cause de tous les limons qui sont charriés par le Mississippi qui se jette au niveau de la Nouvelle-Orléans. Et tout ce qui est à cause des courants à l'ouest de la Nouvelle-Orléans, les eaux sont troubles, alors qu'à l'est, les eaux sont magnifiques. Donc ça peut impacter. Les plages du Texas, il n'y a pas que de l'eau trouble. Il y a de l'eau trouble, il y a des petites boules là. Un petit peu d'hydrocarbures de temps en temps. Voilà, qu'on retrouve après sur sa peau. Des régions riches en hydrocarbures, ça peut jouer aussi. Après, il y a toutes les autres activités. C'est pas parce que, alors ça c'est toujours important dans nos périples américains, où on met beaucoup d'aquatique, y compris quand on n'est pas sur les côtes. Donc les gens qui ont envie de profiter pour se baigner, pour avoir des activités aquatiques, il ne faut pas forcément viser que les côtes. Dans le cœur du plateau du Colorado ou dans le cœur des Appalaches, on peut faire de la descente de rivière en bouée, du tubing, ou faire du rafting, ou faire du kayak. On peut faire se baigner dans des piscines de sources chaudes. Dans l'Idaho aussi, on a fait de très belles balades en kayak et des sources chaudes. Il y a des parcs aquatiques un peu partout, donc on peut trouver ça, mais par contre ça dépend de la saison.
Évidemment, c'est en été qu'on va pouvoir faire toutes ces activités aquatiques. Donc si vous avez une dimension aquatique qui est importante pour vous, il va falloir viser l'été ou alors viser effectivement des régions beaucoup plus au sud, la Floride, où on peut se baigner à peu près toute l'année, mais disons plutôt correctement d'avril à l'automne, ou alors carrément Hawaï, où on peut se baigner toute l'année, évidemment. Oui. Une autre question donc, que les auditeurs doivent se poser s'ils veulent partir aux États-Unis et pour choisir la destination, c'est le temps de route maximum qu'ils souhaitent faire par jour et la fréquence aussi. Oui, ça c'est vraiment important. C'est la plupart de ces explorations de régions, c'est des road trips, hein, donc c'est itinérant. Donc souvent les gens d'ailleurs ils essayent de se dire ouais mais nous on va faire moins d'étapes, on va rayonner. Ça c'est toujours une très très mauvaise idée vu la distance de notre point de vue, mais si vous calculez les temps de route, vous allez faire plus de temps de route si vous vous posez à un endroit et vous rayonnez que si vous changez d'étape à peu près tous les jours. Parce qu'en fait effectivement nous quand on construit le road trip, si on met plusieurs étapes, c'est pour à chaque fois c'est des étapes qui nous permettent d'avancer sur le chemin et du coup effectivement on supprime des allers-retours qui rajoutent de la route pour rien. Ainsi vert. Tout à fait. Donc ça, effectivement, pensez bien. Et du coup, effectivement, est-ce que vous souhaitez faire 2 heures maximum de route par jour, on va dire en moyenne? Ce qui est très limitatif sur les régions dans lesquelles vous pouvez ça ce sera plutôt effectivement sur la Floride, comme ça. Mais si vous voulez aller dans l'ouest, généralement, que ce soit sur le plateau du Colorado ou après, effectivement, le Wyoming, vers le Dakota du Sud. Le plateau du Colorado, on peut, si on se limite au plateau du Colorado, avoir des temps de route plus limités. Mais il faut être capable de se limiter à ça, ce que les gens ne veulent pas faire parce qu'ils veulent raccrocher un bout de Californie, un machin, et là d'un seul coup, on rajoute des choses. Donc il faut bien choisir sa région et sa sous-région et bien calculer ce point-là pour être en phase avec ses envies. Oui, parce que là, je rappelle, l'État du Colorado, il y a quand même pas mal de kilomètres. Hein. Dans l'État du Colorado, oui. Oui. C'est pas ce qu'on a en tête. Hein. Enfin, ce qui peut être vraiment très très important, c'est que vous lissiez, que vous regardiez ce que vous avez en tête, ce que vous aimeriez découvrir, et vous mettez sur une carte les lieux que vous avez envie de voir. Et là, vous pourrez aussi découvrir qu'en fait, vous dites que vous pensez dans votre tête que c'est la Californie que vous voulez découvrir, mais en fait, non, les principaux parcs nationaux sont sur le plateau du Colorado, et ce n'est pas la Californie, voilà. Et que si vous voulez vous voulez absolument faire Monument Valley, vous verrez que ça peut être un détour. Donc, il est important quand même que vous couchiez sur une carte les endroits que vous souhaitez visiter pour avoir une idée un petit peu de l'étendue. Et ensuite aussi réfléchir, mais ça c'est quand vous regardez différentes destinations, à les paysages qui vous touchent le plus. Ça c'est vraiment très très important. Nous, ce qu'on fait, le premier contact qu'on a avec nos clients, en fait, c'est une visio. Et dans cette visio-là, on leur montre, s'ils n'ont pas vraiment une idée de la destination, on leur montre de toute façon des photos de différentes destinations ou de la destination qu'ils souhaitent. Et là, vraiment, et on peut voir, comme c'est une visio, aussi leur réaction, et on peut voir ce qui les touche, parce que parfois c'est la roche rouge, d'autres c'est des paysages verdoyants, et ça c'est vraiment vraiment important. C'est quel type de paysage vous touche, et aussi quel dépaysement vous cherchez. Oui, le dépaysement, il peut passer par les paysages, il peut passer par la culture, il peut passer par la gastronomie. Et donc, du coup, ça peut aussi orienter vers telle ou telle région. Si votre dépaysement il est plus culturel, il faut peut-être aller moins sur des régions sauvages, plus de villes, plus d'autres régions où on va gastronomique, plus en contact la avec Louisiane, la culture américaine. Voilà. Ou la rencontre avec la faune sauvage, parce que c'est pas partout, c'est pas dans tous les États qu'on peut rencontrer effectivement la faune sauvage. C'est vrai, on se dit, je vais aller dans l'Ouest, je vais voir des animaux. Non, ça dépend. Il y a des régions qui sont quand même très très désertiques, dans lesquelles on ne croise pas grand-chose. Il y a d'autres régions où on va avoir plus de chances de trouver des ours, des bisons, des antilopes, etc. Donc ça peut jouer aussi sur son choix de destination. Bon, et je me permets une toute dernière question, ça c'est vraiment par plaisir, parce que c'est notre petite touche. Vous pouvez aussi vous poser la question, est-ce que vous souhaitez camper ? Ça, c'est parce que en fonction de si vous êtes prêt à camper, il y a des destinations qui sont vraiment plus adaptées, notamment en fonction des saisons, de la saison que vous avez choisie. Et ça, c'est vraiment primordial.
Voilà, donc du coup, avec toutes ces questions que vous vous posez, vous allez mieux cerner vos envies, vos contraintes, et à partir de là, vous allez pouvoir faire un choix sur les différentes régions. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire un état des lieux des différentes parties des États-Unis dans lesquelles on peut construire un voyage, un périple. Alors, Sylvain, nous, on a identifié 3 grosses régions. On va répartir à peu près sur 3 grosses régions, comme ça. On va dire l'Ouest, tu es d'accord, avec la Californie, les grands parcs et la côte ouest, par exemple. Le Sud et les grandes villes du Nord-Est. Oui, ces 3 régions, disons, c'est ce qui revient le plus. En gros, quand les gens arrivent, ça arrive de temps en temps qu'ils arrivent avec une autre idée que quelque chose situé dans les 3 régions qu'on vient de citer. Notamment quand c'est pas le premier voyage aux États-Unis. Mais la plupart du temps, les gens, ils ont des idées qui sont citées sur ces 3 régions. C'est les 3 premières intentions. Et effectivement, donc on va regarder ce qu'on trouve à l'ouest, ce qu'on trouve au sud et ce qu'on trouve au nord-est, notamment dans les grandes villes du nord-est. Et après, on listera les régions périphériques à tout ça ou décalées par rapport à tout ça. Avec des alternatives, effectivement. Donc commençons par l'ouest. Oui, parce que c'est le plus gros morceau. D'abord, géographiquement parlant, c'est la plus vaste région des États-Unis. Puis c'est quand même, pour beaucoup de personnes, ce qui incarne le voyage aux États-Unis, c'est les grands parcs de l'Ouest américain. Alors en réalité, l'Ouest est vraiment très 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 grand. Et la plupart des gens, ce qu'ils ont en tête quand ils parlent de l'Ouest américain, c'est 2 sous-régions qui sont la Californie et le fameux plateau du Colorado qu'on a déjà évoqué. On va mieux préciser ça. Alors commençons par la Californie. Donc la Californie, déjà, c'est un État sur la côte ouest pacifique des États-Unis. Quand on parle de Californie, la plupart du temps, les gens, en fait, ils parlent d'une sous-région de la Californie qui est le centre et le sud de la Californie, grosso modo, ce qui s'étend entre San Francisco et Los Angeles. En réalité, la Californie va beaucoup plus au nord que San Francisco, mais la plupart du temps, ça ne rentre pas dans le scope d'un séjour classique parce que c'est trop grand et les lieux d'intérêt principaux sont plus bas. Donc dans cette Californie, on va trouver 2 sous-régions. La côte et l'intérieur des terres. Sur la côte, on a les grandes métropoles, donc San Francisco, Los Angeles, San Diego si on allait encore un peu plus au sud. Et entre les deux, des petites villes aussi. Des petites villes non dénuées de charme et d'intérêt. Santa Barbara, Monterey, Santa Cruz, Carmel, etc. Et puis, on va trouver à l'intérieur des terres, le long de la frontière avec le Nevada à l'est et l'Arizona, les principaux parcs naturels de Californie qui vont être à hauteur de San Francisco, donc collé contre la frontière avec le Nevada, tout ce qui est dans la Sierra Nevada, qui est une chaîne de montagnes qui sépare la Californie du Nevada, à savoir le Yosemite National Park, le Kings Canyon National Park et le Sequoia National Park. Donc là, on parle de forêts, de montagnes, de cascades, de rivières, de lacs et de séquoias géants. Ensuite, si on continue en diagonale vers le sud et qu'on sort de la Sierra Nevada, on va aller sur des régions de plus basse altitude, du désert du sud-ouest, du sud californien, pardon, et on va trouver tout ce qui s'étend de la Death Valley jusqu'au Joshua Tree National Park, en passant par le désert du Mojave et la région de Palm Springs. Donc là, on est sur des régions désertiques, assez belles, mais très très chaudes en été, donc assez compliqué à visiter dans la période estivale à cause des températures extrêmes. Voilà, il faut adapter ses journées. Effectivement, nous on aime vraiment beaucoup Palm Springs. Vous pouvez regarder ça. Je crois que tu n'as pas vraiment parlé de la partie de Californie du Nord, qui est effectivement moins connue, mais qui est vraiment qui est à voir. Alors effectivement, elle est à voir, mais probablement pas dans un premier voyage. Mais si vous avez cherché des choses nouvelles à faire, tout ce qui est au nord de San Francisco, c'est notamment toute la région des parcs de Redwoods, de Sequoia, qui va de Humboldt State Park à Prairie Creek State Park et Redwood National Park. D'ailleurs, c'est une partie en fait qu'on peut inclure dans un voyage qui n'est pas forcément en Californie, mais qui combinerait la Californie du Nord, l'Oregon et l'État de Washington. Oui, en fait, si on veut faire toute la côte californienne en remontant jusqu'à Washington, on va passer par une partie de la Californie du Nord. Alors, moi, j'aimerais juste qu'on revienne sur le fait que les gens, ils veulent aller en Californie, on comprend bien, pour aller à Los Angeles, à San Francisco. Moi, j'aimerais bien qu'on reparle quand même des retours actuels de nos clients sur ces villes rapidement. Alors, rapidement, effectivement. Donc, effectivement, la Californie, d'ailleurs, comme un peu toutes les grandes villes de la côte ouest américaine, a des problèmes de junkies, SDF dans les centres-villes. Et c'est
problématique pour certaines personnes. On a ça dépend des gens. Très honnêtement, nous, voilà, on est habitués. On est parisiens. On est parisiens, peut-être, je ne sais pas. Évidemment, c'est pas très agréable, mais en tout cas, ça ne nous gâche pas la visite de ces villes qui sont magnifiques. Mais il y a vraiment des gens qui n'arrivent pas à dépasser ce problème-là. Et donc, c'est vrai que souvent, des gens, ils vont mettre beaucoup d'attentes et beaucoup de jours dans ces régions-là pour finalement ne pas. Voilà, on a de plus en plus de retours négatifs par rapport à ça. Je pense que c'est intéressant quand même de souligner. C'est important de souligner. Okay. Donc ça, c'est la première sous-région de l'Ouest américain que visitent les gens, c'est la Californie. La deuxième sous-région, en fait, elle se trouve juste à droite de celle-là. Juste les saisons pour cette partie-là, parce que je trouve qu'elle est quand même intéressante. C'est-à-dire que nous, on nous le demande particulièrement pour l'été, effectivement, mais je trouve que l'hiver a quand même son intérêt. La Californie, pour faire court, la côte californienne, et notamment les grandes villes San Francisco, Los Angeles, toute l'année. N'importe quelle saison, vous pouvez faire Los Angeles, vous pouvez faire San Francisco, vous pouvez faire la côte, il n'y a aucun problème, c'est tempéré toute l'année. Nous, on l'a fait en février, on l'a fait à vraiment n'importe quelle saison. On parle de la côte, hein. Mais on parle bien de la côte. En revanche, à l'intérieur des terres, eh bien là, la saison va dépendre de l'altitude. Si on est dans la Sierra Nevada, Yosemite, Sequoia, va falloir faire ça plutôt l'été, ou vraiment la toute fin du printemps, ou tout début de l'automne, parce qu'après, sinon, c'est de la montagne, il y a de la neige, c'est compliqué, etc. Et à l'inverse, les déserts plus au sud, donc la Death Valley, Joshua Tree National Park, etc., on va éviter d'y passer trop de temps en été. En revanche, c'est adapté à la saison hivernale, quand les températures sont plus clémentes et qu'on peut passer du temps à randonner dans ces parcs qui sont difficilement accessibles en été. Voilà. Et juste un dernier point, la côte californienne est très chère. Oui, voilà. En termes de prix, c'est bon à savoir. Voilà. Alors, revenons justement à la deuxième partie, effectivement, de l'Ouest, qui est à savoir la partie du plateau du Colorado, constituée essentiellement de l'Utah, Arizona et Las Vegas. Voilà, plus précisément, c'est le tiers sud de l'Utah et le tiers nord de l'Arizona. C'est vraiment une zone qui est assez ramassée géographiquement parlant et qui, en termes géographiques, c'est un plateau de haute altitude. Grosso modo, toutes les altitudes sont entre 1000 et 2500 mètres. Et sur ce plateau de haute altitude, on a le fleuve Colorado qui prend sa source dans l'état voisin du Colorado, qui va traverser le sud de l'Utah et le nord de l'Arizona en diagonale, en coupant en deux ce plateau du Colorado, dans lequel il va creuser de profonds canyons. C'est les canyons du Canyonland National Park au niveau de Moab, c'est les canyons du Glen Canyon Recreation Area, qui est plus connu sous le nom de Lake Powell, qui sont des canyons inondés. C'est le Grand Canyon ensuite jusqu'à Las Vegas, et après le Colorado il part vers le sud en direction du Mexique. Et cette région relativement compacte, séparée en deux à la fois en diagonale par le fleuve Colorado et ses canyons, et séparée en deux aussi par la frontière entre l'Utah au nord et l'Arizona au sud, cette région, c'est la plus grande concentration de parcs naturels et de parcs nationaux des États-Unis. Pour faire court et rapidement, c'est Grand Canyon National Park, Zion National Park, Bryce Canyon National Park, Capitol Reef National Park, Arches National Park et Canyonland National Park, plus tous les parcs périphériques que vont être Monument Valley, la vallée de Sedona, Snow Canyon State Park. Je pourrais en citer comme ça des dizaines et des dizaines, tant la densité de choses à voir et à faire est exceptionnelle dans cette région. Alors là, vous aurez compris qu'en fait, là, on a du mal à faire un mix entre nature et ville. Là, c'est essentiellement, effectivement, une région nature. C'est que nature. En fait, la seule ville qu'on va trouver d'importance, c'est celle qui fait la jonction entre le plateau du Colorado et la Californie, qui est entre les deux, et qui est Las Vegas. Dans le Nevada. Qui est dans la pointe triangulaire sud du Nevada, et qui fait vraiment la jonction entre ces deux parties. C'est pour ça que beaucoup de gens vont explorer le plateau du Colorado et la Californie sous la forme d'un road trip qui fait un mix entre les deux. Mais après, il y a vraiment une question de timing. Si on n'a que 2 à 3 semaines, soit on se concentre sur une seule des deux zones, soit on fait une des deux zones plus une incursion dans l'autre. Et si on essaye de faire un mix idéal entre les deux, on risque de passer un peu vite sur de temps en temps, on arrive à faire c'est pas une diagonale un petit peu entre Phoenix et Las Vegas aussi. Ça permet. Alors voilà, faut penser alors là, c'est vrai qu'on refera un podcast bien détaillé sur cette région. Mais ce qu'on va dire, c'est que 80% des voyages de l'Ouest américain se concentrent sur ces deux zones du plateau du Colorado avec ses grands parcs et de la Californie. Sachant que là, on peut faire soit une petite boucle, soit une grande boucle sur le plateau du Colorado. Tout à fait. Voilà, et que maintenant, il y a de plus en plus ces dernières années, il y a quand même de plus en plus de vols pour Las Vegas, qui n'était pas le cas au début. Et donc, ça peut être un point d'entrée, effectivement, pour faire une boucle. Las Vegas, Phoenix, Denver sont les trois points d'entrée sur le plateau du Colorado. Et évidemment, les points d'entrée sur la Californie, c'est Los Angeles et San Francisco.
Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois qu'on a vu ces régions centrales de l'Ouest américain, on va regarder les régions autour, qui sont soit des régions complémentaires, soit des régions alternatives pour un voyage dans l'Ouest américain. Donc on peut commencer en regardant par le sud et puis en remontant, en tournant autour du plateau du Colorado vers le nord. Donc sous le plateau du Colorado, déjà on a l'Arizona, comme j'ai dit, le plateau du Colorado c'est le tiers nord de l'Arizona. Du coup il y a les 2 tiers plus au sud encore qui sont une région complémentaire. C'est la région notamment autour de Phoenix, Tucson, une région dans laquelle on va trouver d'autres types de paysages que sur le plateau du Colorado, avec notamment toutes ces forêts de cactus, les Superstition Mountains. Donc c'est quelque chose dans lequel on ne va pas passer 150 000 ans, mais qui peut être un bon complément. C'est vraiment des paysans. Si on cherche effectivement à retrouver des figures typiques, des icônes effectivement de l'Ouest, effectivement, là on trouve les cactus et les villes fantômes aussi. Ouais, exactement. Donc ça c'est ce qu'on va trouver juste en dessous du plateau du Colorado. Si on se décale à droite de l'Arizona, on a le Nouveau-Mexique qui se trouve sous le Colorado. Et ça c'est un État qui peut être intéressant également. Alors c'est pareil, c'est plus une région complémentaire. On n'imaginerait pas de faire un voyage à destination du Nouveau-Mexique qui serait peut-être un peu répétitif. Mieux vaut picorer quelque chose que si on le fait. Et pas mal de voitures en fait, parce que moi j'ai essayé d'explorer cette piste-là et à chaque fois je me retrouve à faire pas mal de voitures pour réussir à mettre de la diversité. C'est vrai. Beaucoup de ruines indiennes. C'est toutes ça s'appelle pas Nouveau-Mexique pour rien, c'est les Aztèques montés jusque-là. Donc on va trouver pas mal de ruines, de pueblos, etc. Et puis après, un mix de nature avec des choses assez différentes comme les sables blancs du White Sands National Monument, mais des régions plus montagneuses quand on va vers le nord et qu'on se rapproche des Rocky Mountains. Donc pas mal de choses à faire, mais plutôt en complément du Colorado, en complément de l'Arizona, ou bien même en complément du Texas qui se trouve encore un peu plus à l'est. Et du coup, une fois qu'on est au Nouveau-Mexique, on remonte et on arrive dans le Colorado. Voilà, alors le Colorado, c'est vraiment l'État qui est juste à droite du plateau du Colorado. Et qui est un bon complément aussi au plateau du Colorado. On va trouver beaucoup de diversité dans l'état du Colorado, puisque d'abord on est dans le cœur des montagnes rocheuses, des Rocky Mountains, mais on va trouver énormément de nature, une seule grande ville qui est Denver, et cette nature elle va être assez diversifiée finalement. On va avoir des dunes de sable géantes à Great Sand Dunes National Park, on va avoir des paysages de roches rouges à Colorado Springs. À Colorado Springs et aussi à Denver et à Colorado National Monument. On va avoir beaucoup de sources chaudes, d'activités en rivière, de rafting, toutes ces options-là. On a le côté western avec les villes minières aussi. Des villes fantômes, des villes minières. On a des via ferrata, des balades en train, des balades à cheval, des balades en train à vapeur. Alors attention, toutes ces balades, elles ne sont pas données. Évidemment, c'est des activités qui peuvent coûter. Donc voilà, on a quand même pas mal de possibilités sur le Colorado qui, si on a une quinzaine de jours, peut être quasiment une destination à elle toute seule, quitte à faire une petite incursion sur la droite, sur la gauche ou sur en dessous. Mais c'est une bonne Il y a assez longtemps, on avait écrit un article d'ailleurs dessus, vous pourrez retrouver sur le blog, on détaillait. Donc là on est monté jusqu'au Colorado, et si on va un peu à l'est du Colorado, nord-est, on a le Dakota du Sud. Ouais, quand on monte au nord, juste au nord on a le Wyoming, et un peu décalé sur la droite à l'est, on a le Dakota du Sud. Alors le Dakota du Sud, c'est une région qui est un peu excentrée, donc pas beaucoup de gens y vont, et pourtant elle est très très riche en possibilités, et elle est aussi riche en quelques choses qui sont iconiques. Notamment, c'est la région dans laquelle on trouve les fameux Mount Rushmore, c'est-à-dire ces immenses gravures des têtes des 4 présidents dans la roche d'une falaise, qui sont iconiques des États-Unis, mais que personne n'a jamais vues parce qu'elles se trouvent un peu au milieu de nulle part, à côté de Rapid City, dans le Dakota du Sud. Il y a également le paysage des Badlands, Sylvain. Alors, juste à côté, il y a un parc national qui est le Badlands National Park, qui est très très joli, pas très grand, mais qui présente des paysages vraiment saisissants.
Et juste au sud, on a le Custer State Park, qui est un parc aussi très agréable, avec beaucoup de choses à voir et beaucoup de vie sauvage. Avec des bisons. Troupeaux de bisons. Donc voilà, c'est aussi la région où a été tournée Danse avec les loups, dans les Black Hills. C'est une région qui aime bien également les motards, hein, effectivement, parce qu'il y a, comme vous l'avez compris, on est aussi dans les montagnes, et donc il y a plein de petites routes tortueuses, et il y a notamment Sturgis. Et, où il y a le plus gros rassemblement annuel de motards des États-Unis en été. Donc pas mal de choses à faire avec le Dakota du Sud, qui est un État qu'on va faire probablement soit associé au Colorado, ou soit associé à l'ouest, au Wyoming, et notamment au Yellowstone National Park. Venons-en justement au Wyoming et à Yellowstone. Donc ça, c'est l'État qui est juste au-dessus du Colorado, qui est à gauche du coup du Dakota du Sud. Et au-dessus de l'Utah. Et au-dessus de l'Utah pour une partie, tout à fait. Donc c'est vraiment la partie nord, on va dire, de l'Ouest américain. On commence à arriver sur la partie nord. Souvent, les gens imaginent qu'ils peuvent le faire en même temps que le plateau du Colorado et la Californie, alors qu'en réalité, c'est trop loin. Ils disaient Yellowstone. Non, Yellowstone, c'est un voyage à lui tout seul. En fait, c'est difficile à faire en même temps. Si on veut rallier Yellowstone quand on est dans l'Utah comme ça, ou quand on est vers Denver et autres, on a à peu près 2-3 jours à chaque fois pour monter et après descendre. Et la même chose pour redescendre, plus les 2-3 jours sur place. C'est presque une semaine rien que pour d'accès en fait à la zone. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une zone qu'on va faire en elle-même, soit associée à l'est au Dakota du Sud, soit à l'ouest à l'Idaho, sur lequel on va venir. Donc qu'est-ce qu'on va trouver ? Dans l'essentiel du Wyoming, on va trouver les grandes plaines. Et toute tout ce qu'on imagine des grandes plaines et des grands pâturages. Les chevaux sauvages. Les troupeaux de bisons, etc. Et puis évidemment le parc national de Yellowstone, qui est le plus grand volcan du monde. Je crois qu'on a fait un podcast dessus. Et les phénomènes volcaniques, les geysers, les piscines acides, une faune sauvage très très présente, les bisons, les ours, les loups, les antilopes. Donc c'est vraiment un parc assez exceptionnel. On peut y passer 2-3 jours, trois bonnes journées. C'est ce qu'on conseille. Par contre, les logements sont assez chers. Oui, parce que la saisonnalité est très très courte. En gros, on peut y aller de la fin du printemps au début de l'automne, et encore, on ne peut pas encore tout faire. Donc c'est vraiment un parc qui est surtout l'été. Il a 3 mois de concentration d'exercice, donc forcément... Et vous garderez votre veste le matin, même l'été. Voilà, parce qu'il est en haute altitude, on est plus de 2000 mètres, on est entre 2 et 3000 mètres sur la plupart des destinations. Mais c'est un état où on peut effectivement voir de la vie sauvage. Ça, c'est intéressant. Et les balades, elles ne sont pas difficiles. Tout à fait. Souvent, elles sont... Voilà. Justement, continuons maintenant percer vers l'ouest, et c'est un état qui jouxte le Wyoming et l'Utah. On a l'Idaho. Oui, l'Idaho, c'est un état, je pense qu'on a aussi fait on a un podcast sur les 10 raisons d'aller dans l'Idaho. Donc n'hésitez pas à l'écouter, vraiment. Écoutez-le bien, parce que c'est un état qu'on aime particulièrement. C'est un état coup de cœur. Ouais. C'est un état qui est peu visité, qui est pas très cher, et qui a plein de choses à offrir. On a les paysages lunaires et volcaniques du Craters of the Moon National Monument. Des cratères de cendres. Descendre dans des lava tubes, des tunnels de lave. On peut être dans des dunes de sable géantes. On peut visiter des villes fantômes, Idaho City. La capitale Boise est très très jolie. On peut aller dans les montagnes, en haute montagne, dans les South of Mountain. On a des splendides balades. Il y a plein de sources chaudes. C'est un état où on peut faire du camping, mais pas uniquement. Du kayak. Du rafting. Beaucoup de possibilités. Il y a vraiment peu de pression touristique, notamment peu de touristes étrangers. Ouais, quasiment, on est les seuls. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. D'ailleurs, c'est l'état où on nous pose la question, mais pourquoi venir là ? Vous qui venez de Paris. On peut très bien y faire une incursion de 4-5 jours quand on fait Yellowstone pour rallier une autre région. Comme on peut très bien y faire un séjour de 10 jours, 15 jours. Il y a de quoi faire. Oui, il y a quoi faire. Après, on peut aussi, nous, une fois, on avait traversé aussi pour aller jusqu'à dans l'Oregon. Alors effectivement, si on continue notre poursuite, c'est possible aussi. On a juste pas parlé de ce qui est encore au nord du Wyoming, donc le Montana, le Dakota du Nord. Donc ça, c'est vraiment des régions qui sont très 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 excentrées. On va trouver Glacier National Park. Pour tout vous dire, c'est un des rares national parks américains qu'on n'a encore jamais fait parce que c'est vraiment loin de tout. Donc c'est une possibilité, mais vraiment à réserver à des gens qui ont déjà fait beaucoup d'autres choses et qui veulent remonter encore un peu plus vers le Canada.
Pour finir, l'Ouest, effectivement, cette région de l'Ouest, parlons d'une dernière destination, à savoir l'Oregon et l'État du Washington. On les met ensemble parce que, bon... Ouais, en grosso modo, c'est le nord-ouest de la côte pacifique. C'est 2 États que, généralement, on fait effectivement... Donc, l'Oregon, on l'associe à Portland et Washington State à Seattle. Exactement. Donc, dans l'Oregon, on va trouver des choses assez variées, notamment la Columbia River Gorge, qui est très, très jolie, avec des cascades, des randonnées sympas. On va trouver sur la côte des villes assez amusantes, des dunes de sable vers Florence, toute la côte pacifique, dans laquelle on ne peut pas se baigner, mais on peut profiter des plages malgré tout. Et si on va plus au nord, effectivement, on a l'État de Washington, alors là, qui a beaucoup, beaucoup de ressources sauvages, notamment l'Olympics National Park, le Mont Rainier, le Mont Sainte-Hélène. Il y a encore un autre parc national dont je ne me rappelle plus le nom, qui est juste à droite de Seattle. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'espaces sauvages, de hautes montagnes, des forêts primaires pluvieuses, très très impressionnantes. On croit à une sorte de forêt vierge. On n'a juste pas les températures. Donc effectivement, les paysages sont vraiment très surprenants, très verts, très luxuriants. Mais voilà, mais quand on dit très vert, effectivement, il y a une raison, c'est qu'en fait, il y a beaucoup beaucoup de pluie. Ouais. Et là, effectivement, quand on y va aussi l'été, c'est pour nous, c'est un peu froid pour l'été, et c'est un peu pluvieux pour l'été, mais ça reste une région qui est assez jolie. La ville de Seattle est intéressante. Et il y a un autre avantage, c'est qu'en fait, on peut adjoindre à ce voyage-là aussi la découverte de l'île de Vancouver, des îles de Vancouver aussi, et de Vancouver. Et de la ville de Vancouver. Ouais. Donc effectivement, si on fait une incursion en Colombie-Britannique, c'est possible. Donc voilà, vous voyez, il y a plein d'options dans l'Ouest. On va passer maintenant à la deuxième partie, à savoir le Sud. Alors effectivement, le Sud des États-Unis, donc pour nous, l'Ouest reste quand même quelque chose d'incomparable, mais vraiment, pour nous, le Sud des États-Unis, c'est la deuxième région vraiment qu'on adore parce qu'elle est tout aussi dépaysante et riche en possibilités. Il y a, grosso modo, c'est tout ce qui s'étend du Texas à la Floride. Donc on va commencer par la Floride, qui est la destination première du Sud américain. On a fait un podcast qui est dessus, quand partir en Floride et combien de temps. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par cet état. Exactement, il va développer ça de façon beaucoup plus concrète, mais grosso modo en Floride, on va trouver de tout. On va trouver des grandes villes, notamment Miami, Orlando avec les parcs d'attractions, Tampa, des villes plus petites mais avec un certain charme comme Key West, la ville la plus au sud des États-Unis, ville caribéenne tout au bout des Keys. On va trouver des plages qui sont magnifiques, on peut faire du snorkeling, on va trouver des espaces sauvages, notamment avec les Everglades, la pointe sud, mais aussi la forêt subtropicale d'Ocala et tout le triangle au nord d'Orlando qui est absolument magnifique. On va pouvoir faire du kayak, baignade en source, du tubing, beaucoup d'activités aquatiques. C'est une région qu'on adore, on a dû faire une dizaine de voyages. Et une rencontre avec la faune sauvage aussi, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, alors mis à part tous les lézards qu'on peut voir que les enfants adorent partout, les serpents sur les parkings, il y a les alligators et une plétude d'oiseaux. Les grues, les ainsi. Donc la Floride, c'est une destination qu'on peut faire en toute saison, mais notre saison préférée, c'est la basse saison de l'été, parce qu'on trouve que c'est très très agréable de pouvoir profiter des eaux chaudes à cette saison et que finalement les inconvénients de la chaleur et de la pluie sont totalement gérables. Écoutez notre podcast floridien, on explique ça en long, large, travers, mais on peut la faire à peu près à toutes les saisons. Il faudrait peut-être éviter les saisons des ouragans, c'est-à-dire fin septembre-octobre. Septembre-octobre, ouais. Comme ça. Donc ça, nous, idéalement, des séjours, on préfère minimum 10 jours. Ouais, minimum, c'est déjà court vu les nombres de choses à faire, mais bon, des fois on arrive à faire quelque chose en 10 jours. Et après, nous, l'idéal, ce serait 3 semaines. Donc bon, après, voilà, 2 semaines, 3 semaines, mais si vous avez plus, mais exactement, on est parti plusieurs fois. Parce que là, on n'a pas dit, mais en fait, on peut, si on va après vers la Panhandle, effectivement, avec Destin, voilà. Encore, oui. Alors après, effectivement, si on se décale sur la Louisiane, donc qui est un État qui va être un peu plus... Juste avant, on peut juste dire que la Floride, on peut l'adjoindre aussi avec des villes de l'Est. Parfois, nous, on aime bien le faire avec la découverte notamment de New York. Après, on prend un vol interne ou de Washington. Oui, on peut faire 5 jours à New York et 2 semaines en Floride et faire un séjour de 3 semaines. Ça marche bien. Fonctionne bien aussi. Voilà. Donc maintenant, revenons effectivement avec le sud des États-Unis. Donc on était en Floride et là, on va aller un peu plus à l'ouest. Ouais, on va faire le pourtour du golfe du Mexique et on arrive...
on va passer l'Alabama, mais c'est tout petit parce que l'embouchure de l'Alabama sur le golfe du Mexique est minuscule. On arrive en Louisiane. La Louisiane, c'est un État qui est vraiment très 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 sympa, qui est pas très grand. Ça se fait en une petite semaine, on va dire. Du minimum 5 jours et après idéalement 6-7 jours. Voilà. Et c'est un État qui va mélanger de la nature, les bayous, les cyprès, les forêts inondées qui sont magnifiques, et aussi beaucoup d'histoire et beaucoup de culture. On peut visiter les plantations, on peut comprendre l'esclavage. La ville de la Nouvelle-Orléans est très très riche à la fois. Comprendre l'esclavage, oui. Comprendre ce qu'a été cette époque, ce qu'a été ce marqueur de l'histoire américaine, puisque ça a eu lieu évidemment dans ces régions du Sud. On peut aller à la rencontre de la culture cajun autour de Lafayette, Houma, Thibodaux. On peut évidemment découvrir la gastronomie locale, créole, cajun, qui est très très jambalaya, excellente. Gumbo. Donc beaucoup de choses à faire, mais du coup comme c'est une région qui n'est pas très très grande, on peut l'associer soit avec la Panhandle de Floride, qui est le bout de la Floride qui jouxte la Louisiane de l'autre côté de l'Alabama. On peut l'associer avec un bout du Texas, si on part vers la gauche, et on peut aussi remonter vers le Mississippi, vers Memphis, suivre la route du blues et remonter jusqu'à Chicago aussi. Presque jusqu'à Chicago, c'est une possibilité. Ouais, c'est effectivement. On dira juste éviter, on dirait plutôt d'éviter l'hiver pour cette saison-là, parce que je trouve que la nature est moins intéressante. Nous, on trouve que la nature est plus belle en été. C'est vrai. Après, c'est notre avis. Voilà. Donc, finissons donc les États du Sud avec le Texas. Oui, donc si on poursuit le long de la côte du golfe du Mexique vers l'ouest, on va tomber sur le Texas, qui est un très 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 grand État. C'est le plus grand des États-Unis en termes de surface. Et c'est un État qui va proposer un mix assez intéressant, parce que beaucoup de grandes villes assez intéressantes comme le Dallas, Houston, Austin, qui est la capitale, et San Antonio. Donc les gens qui aiment bien la ville et qui aiment bien aussi la ville en changeant de ville, parce que c'est beaucoup de villes qu'on va faire. C'est pas du tout les mêmes ambiances. C'est pas les mêmes ambiances, et chaque ville on peut les faire en 2 jours, donc 1 ou 2 jours. Donc du coup on va pouvoir visiter pas mal de villes différentes, ça c'est plutôt intéressant. Mais entre ça, il y a aussi des sous-régions qui sont intéressantes en termes de nature, notamment à côté de San Antonio et d'Austin, on a le Texas Hill Country, qui est une région avec plein de rivières, de possibilités de faire du tubing, de la descente de rivières. De ranch aussi. Des ranchs, donc assez intéressant notamment en été. Et du coup, on peut dire qu'en fait, c'est une région qui est à la fois pour nous un mix de l'Ouest et du Sud. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui est western, avec des rodéos, les ranchs comme on a dit, et aussi on peut faire de longues balades, ce qui n'est pas évident, et tout en ayant effectivement le côté sud. Voilà, et alors si on est prêt à faire un peu de route, voire beaucoup de route, on peut aller jusqu'au seul parc national du Texas, qui est le Big Bend National Park. Sublime parc. Qui est un parc absolument sublime, totalement désert en été, il n'y a personne, mais très excentré. Ah mais désert, on sait pourquoi. Il fait chaud. Tout le monde est mort avant d'y arriver, il fait trop chaud. Il fait très chaud, mais on a des activités exceptionnelles de randonnée, les pieds dans l'eau, dans des canyons incroyables. On peut monter dans les hauteurs pour s'échapper de la chaleur. Et camper. Chisos Mountain, on peut même y camper. C'est vraiment un parc assez génial que nous on a beaucoup apprécié. On y retournera sûrement, mais effectivement il y a quand même 2-3 jours d'approche et au moins 2 jours pour en revenir. Donc c'est vrai que même s'il y a des choses à faire sur ces traversées supplémentaires, ça prend du temps. Mais si vous voulez faire 3 semaines pures au Texas, c'est tout à fait possible d'aller jusqu'à Big Bend. Sinon, il y a plutôt 10 jours, une dizaine de jours, voire 15 jours. Donc on a fini là avec la deuxième partie des destinations pour les États-Unis. Venons maintenant au nord-est, la dernière partie. Tout à fait, qui est principalement visée par les gens. Donc la première chose que les gens visent dans le nord-est, c'est les villes, c'est les grandes métropoles. Bien sûr, évidemment, New York en tête. Mais aussi Boston, Philadelphie, Washington DC, et effectivement qui offrent pas mal de choses. Alors autant New York, c'est une ville où on peut rester de 3 à 10 jours, on va dire. Autant Philadelphie, ça se fait bien en 2 jours, Washington en 2-3 jours en fonction du nombre de musiques que vous voulez voir, Boston en 1 jour ou 0. on a un petit souci. On est vraiment très subjectif. On est subjectif sur Boston, on a un petit souci. C'est trop européen pour voilà, nous. exactement. C'est vraiment ça. Ça doit être ça. Mais bon, beaucoup de gens aiment beaucoup. Mais voilà, 2 jours à Boston, c'est aussi comme Philadelphie, cette dimension de ville-là.
Donc c'est des villes en plus qu'on peut rallier en fait. Vous n'avez pas besoin de prendre de voiture, c'est comme ça. On peut les rallier par le train et c'est pas très cher. Par l'Amtrak. Tout à fait. On peut faire New York, Washington, Philadelphie, le tout par le train. Donc ça peut être quelque chose pour étendre si on veut faire 15 jours ou un peu plus et en restant sur quelque chose de très urbain. On peut le faire tout à fait. Ouais. Ce qui est intéressant avec ces villes aussi, c'est qu'en fait, les billets d'avion souvent sont pas chers pour ces villes-là. Par contre, à l'inverse, les logements sont chers. Les logements sont plus élevés que dans beaucoup d'endroits, évidemment. Et en plus, si vous n'avez pas effectivement de voiture, enfin vous n'avez pas prendre de voiture, vous n'avez pas besoin, du coup vous logez à l'intérieur et donc vous ne pouvez pas trouver de logement extérieur en périphérie moins cher. Donc ça c'est l'inconvénient effectivement. Alors dans cette région du Nord-Est, il n'y a pas que des villes évidemment. Même si la nature y est moins incroyable que dans le sud ou dans l'ouest, il y a quand même des choses à voir. Alors si on reste entre Washington et surtout Philadelphie, on peut explorer la Pennsylvanie, notamment faire une incursion dans le pays Amish, dans la région de Lancaster, où il y a pas mal de choses assez sympas à voir. C'est aussi, si on va vers le sud, tous les champs de bataille de la guerre de sécession, avec Gettysburg. La capitale de la Pennsylvanie, dont je ne me rappelle plus le nom. Non. Où se trouvent les musées. Harrisburg. Harrisburg, exactement. Harrisburg, voilà. Tu as raison. Donc effectivement, qui a le musée national sur la guerre civile, la guerre de sécession, qui est assez exceptionnel. Il y a des activités nature, quelques balades, un peu de tubing, des ponts couverts, des routes verdoyantes. Et puis toute la culture amish qu'on peut découvrir par ce biais-là. Et puis effectivement, par contre, tu l'as cité, une autre ville intéressante, si on va un petit peu plus loin, vers l'ouest, Pittsburgh, qui est absolument sublime, pas très grande, mais il y a une journée vraiment de visite du centre-ville et des alentours qui est vraiment très 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 chouette. Une visite, ouais. Et du coup, la Pennsylvanie, si on le veut, ça peut être un bon moyen de coupler New York, Washington DC et Philadelphie, puisque c'est un État qui fait le pont entre ces trois villes. Donc si on ne veut pas le faire en train comme on l'a évoqué. Ça, on pourrait le faire en combien? 2 semaines ou un peu plus? 2 semaines 15 jours ouais. Pour faire New York, Philadelphie, Washington et la Pennsylvanie, il faut plus, 15 bons jours. Quoi. Ouais. Un peu plus de 15 jours. Sinon, ça fait peu de jours sur New York, je pense. Absolument. Si on veut faire correctement New York, c'est peut-être plus vers 3 semaines. Et alors après, effectivement, si on décide plutôt de monter au nord de New York... Il y a des régions qui valent le coup en termes de nature. On va trouver, par exemple, dans l'État de New York, les Adirondacks, tout ce qui est autour de Lake Placid, qui sont des régions avec des vastes forêts, des montagnes, des belles randonnées. Et puis, quand on se décale à droite vers l'est, vers le Vermont, pour rejoindre le New Hampshire, en traversant le lac Champlain en ferry, on va rejoindre la White Mountain, tout ce qui est du côté de Franconia, Notch State Park, des Flume Gorge, North Conway, où là, on a vraiment des très belles forêts, des activités aquatiques en rivière, des randonnées, des gorges, etc., qui sont plutôt pas mal. Et puis, si on allait encore plus au nord et encore plus à l'est, sur les rives du Maine, on va trouver le Acadia National Park, qui est le parc le plus au nord de la côte nord-est des États-Unis. Enfin, donc là, on a vu effectivement cette région du nord-est qui finissait un petit peu l'état des lieux des différentes destinations. On peut quand même compléter par quelques autres destinations. Oui, quelques autres destinations dont certaines sont franchement très très intéressantes. On pourrait parler d'abord de la région des Grands Lacs. Alors, dans la région des Grands Lacs, on va vraiment se concentrer sur 2 villes, Chicago, Detroit, et un peu ce qu'il y a entre les deux. Les Grands Lacs en eux-mêmes et la partie moins ville autour des Grands Lacs, nous franchement... Elle est moins exceptionnelle. Ouais. Je trouve qu'il y a quand même moins de choses à faire, etc. Mais Chicago, c'est une ville qui est vraiment exceptionnelle en termes d'architecture. On peut y passer 2-3 belles journées à explorer les différents quartiers. Et Detroit, qui est plus petite, a un centre-ville qui est pas inintéressant non plus. Et en périphérie, on va trouver des choses intéressantes également, et notamment quelques musées, dont le musée Henry Ford, qui est assez dingue.
Vraiment, si vous aimez les grands musées historiques ou des sciences, c'est un musée assez incroyable. On peut aussi visiter les usines Ford où ils fabriquent les pick-up trucks F-150, c'est assez incroyable. Donc voilà, il y a tout ça qu'on peut faire. Et puis entre les deux, quand on prend la route entre Chicago et Detroit, on va passer un bout d'Indiana qui est un autre pays amish autour de Chippewana et qui est vraiment très très sympa. Ça permet de marquer l'arrêt et de découvrir un petit peu. Mais vraiment authentique. Très authentique, ouais, tout à fait sympa. Voilà, et on peut éventuellement faire un petit bout de la route 66 aussi. Alors effectivement, ça c'est un autre point. Chicago est le point de départ ou le point d'arrivée, ça dépend de quel sens on l'a fait, de la route 66. Donc effectivement, on peut partir de Chicago et descendre vers le sud par la route 66. Et les premières sections de la route 66 sont franchement très sympas. On peut parler également du Tennessee, du Mississippi. Ouais, en plein dans le Midwest. Donc on va avoir tout ce qui est sur Missouri, Tennessee, Mississippi. On va y trouver des villes intéressantes, Memphis, Nashville, Saint-Louis, effectivement. Tout ce qui a trait à la musique, notamment la route du blues, le blues à Memphis, la country music à Nashville. Et puis autour, une nature assez présente avec des choses plutôt sympas. Et c'est aussi un pont entre Chicago, régions. Plus au nord, la Louisiane si on descendait encore plus au sud, et puis à droite surtout les Appalaches. Ouais, alors les Appalaches, c'est une région qu'on a découverte l'été dernier, vraiment pour nous, et qu'on a adoré. Oui, c'était une région dans laquelle on avait fait plusieurs fois des petites incursions qu'on avait bien aimées, mais on n'avait jamais pris le temps de vraiment les visiter. Et là, en fait, toutes les Appalaches, depuis le Great Smoky Mountain National Park, qui est au nord d'Atlanta, jusqu'au parc national de la Shenandoah, qui est juste à côté de Washington, D.C., on a vraiment une chaîne de montagnes avec très des paysages incroyables, très 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 beaux, des routes des cimes qui passent à travers la brume qui est assez incroyable, et plein d'activités aquatiques, du kayak, du canyoning, du tubing qui sont vraiment très très sympas, notamment dans la partie sud, dans les Great Smoky Mountains. De très belles balades en montagne et en forêt. De très très jolies randonnées, de la vie sauvage, des ours, etc. Plutôt pas trop de touristes. Alors, et aucun touriste étranger, par contre. Ça, c'est... Et puis c'est une région pas très chère. Donc franchement, on la recommande vivement si on veut découvrir un peu une Amérique profonde, un peu différente. Et puis du coup, c'est possible de l'allier soit on descend vers le sud, vers Atlanta, soit quand on remonte vers le nord, on peut rejoindre Washington DC, la région de Richmond. Donc pas mal de choses possibles dans cette région charnière. Alors moi, j'aimerais bien qu'on parle quand même un petit peu d'Hawaï, quand même, Sylvain. Alors effectivement, il y a les États-Unis continentaux et il y a deux États qui ne sont pas dans les États-Unis continentaux, c'est Hawaï et l'Alaska. Alors on ne va pas vous parler de l'Alaska pour une raison simple, c'est qu'on n'y est jamais allé, qu'on ne connaît peu ou pas cette région, qu'elle est compliquée d'accès, très chère. On la fera, mais certainement qu'à deux. Oui, c'est vraiment compliqué. Donc voilà, on n'a pas grand-chose à en dire pour l'instant. En revanche, Hawaï, on connaît, on y a passé 4 semaines. On va y retourner, c'est une certitude, parce que c'est un état exceptionnel. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait le podcast sur Hawaï, je pense qu'il va pas tarder, il va arriver très, très bientôt. Mais voilà, si on veut quelque chose qui à la fois fait un mix entre les activités balnéaires, aquatiques et les randonnées exceptionnelles, Hawaï, c'est des paysages de fou. C'est un temps incroyable, c'est un dépaysement absolu. Et c'est plutôt facile en fait, hein. Et c'est très simple à visiter, c'est très agréable. C'est juste très 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 loin et très 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 cher. Oui, mais regarde, là on est en train d'en préparer un pour deux jeunes filles là, qui sont à San Francisco, et on a réussi à faire une semaine, enfin 5 jours, on va dire, 5-6 jours sur Hawaï, pour un prix qui est plutôt correct. À partir de San Francisco en logeant en auberge de jeunesse. Ils vont avoir un sublime séjour. C'est vrai. Non, c'est un état qui, si vous pouvez une fois dans votre vie y aller, allez-y. Et puis peut-être que ça restera pas qu'une seule fois, parce que si vous allez peut-être tomber amoureux de ces paysages incroyables. Et ça se fait toute l'année, même si les prix sont un peu plus faibles en été, les températures un peu plus agréables en mer. Donc nous, je pense qu'on trouve que probablement l'été, c'est la bonne période. La fin de l'été, septembre, août-septembre, c'est probablement la meilleure période pour faire Hawaï. Après, il peut y avoir des destinations thématiques comme la route 66. Alors effectivement, la route 66, grosso modo, elle part de Chicago, elle rejoint Los Angeles.
On peut faire des bouts de la route 66 dans plein d'endroits différents. Je veux dire, quand on est à côté de Los Angeles, on peut faire un bout de la route 66 vers Victorville, Barstow. Quand on est sur le plateau du Colorado, entre Grand Canyon et Las Vegas, on peut faire un détour entre Kingman et Seligman par un bout de la route 66. Quand on est Nous, au on a Texas... fait entre Chicago et Saint-Louis. Exactement, mais voilà, on va dire que la partie la plus vivante, la plus intéressante de la route 66, c'est probablement le début, effectivement, entre Chicago et Saint-Louis, qu'on a pas mal apprécié. Ouais. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de la faire d'une traite sur une quinzaine de jours comme c'est prévu ? Je pense que ça deviendrait un peu répétitif, mieux vaut en faire des sections. Il ne faut pas que ce soit un premier voyage. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, si vous connaissez très bien les États-Unis, éventuellement, vous pouvez le découvrir aux États-Unis de cette manière. Mais après, ce serait dommage si vraiment vous n'avez fait qu'un ou deux voyages aux États-Unis, de ne faire que ça, parce qu'en fait, vous passez... En ne prenant que la route 66, vous passerez à côté d'autres lieux qui sont vraiment exceptionnels. Et plus exceptionnels. Voilà. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément ça. Siver, si on ne doit faire qu'un seul voyage. Alors, s'il y a des gens qui doivent dire je ne partirai qu'une seule fois aux États-Unis, peut-être un bon mix, c'est d'arriver à faire un bout de New York et un bout du plateau du Colorado. C'est ce une qu'on a ville, fait. Une grande ville, et donc pas une ville californienne, pas New York, parce que c'est la ville la plus exceptionnelle des États-Unis, et un peu de nature sur le plateau du Colorado. Ça peut se faire en 10 jours, en 15 jours ou en 3 semaines. On peut faire un mix comme ça. Nous, on a réussi à le faire en 10 jours. En 10 jours. On avait amené Après, c'est express, on va pas se mentir. Non. Mais en tout cas, c'est picorer un petit bout et en prendre plein les yeux. En gros, c'était 2-3 jours à New York, un vol pour Phoenix et un Phoenix Las Vegas par un petit bout du plateau du Colorado. Voilà, c'est vraiment le minimum. Mais ça en met plein les yeux. Plein les yeux. Sur 15 jours, c'est un peu plus confortable. Sur 3 semaines, on peut déjà faire beaucoup plus de choses. C'est probablement ce qu'on conseillerait si on n'a qu'un seul voyage à faire aux États-Unis. Pour ceux qui ont déjà fait plusieurs voyages aux États-Unis, les destinations qu'on préconiserait, ce serait Hawaï, comme on l'a dit, si vous avez le budget. L'Idaho qu'on a évoqué, le Colorado qui sont sympas. Le Texas et la Louisiane pour ceux qui l'ont jamais fait. Avec un petit bout de Floride aussi, on aime bien la transversale comme ça. Et puis, comme on vient de l'évoquer, les Great Smoky Mountains et peut-être la région de Chicago qui peut être sympa. Ouais. Et alors, si on veut partir à Noël. Alors Noël, on va dire... C'est une demande qui revient fréquemment. C'est une demande qui revient fréquemment. Si on veut rester sur la côte Est, il y a toujours cette idée de passer Noël à New York. Alors c'est cher, mais il y a plein d'inconvénients, le froid, les journées courtes, mais tout le monde en revient ravi pour l'ambiance. C'est vrai que les Américains sont bons pour ça, donc pourquoi pas New York. Sinon, la Floride, même problème. Ça va être très cher, c'est la saison, mais en tout cas, c'est adapté, il va faire plus agréable, il va faire joli. Pour nous, un petit peu froid dans l'eau quand même, mais ça peut rester correct. Moi, je crois que j'aurais peut-être une préférence pour la Californie. Et alors, en restant un peu sur la côte Est, la Louisiane. La Louisiane peut être une destination d'hiver. Dans le sud, voilà, dans le sud. Voilà. Et effectivement, si on peut se permettre d'aller jusque sur la côte ouest, la Californie est la région dans laquelle on sentira le moins cette pression d'hiver. Il fait beau toute l'année, il fait agréable toute l'année. Et là, pour le coup, faire San Francisco, faire la côte, faire Los Angeles en cette saison, c'est tout à fait approprié. Bon, maintenant, rapidement, à la Toussaint. À la Toussaint, généralement, on ne dispose pas d'un temps infini. Souvent, on en profite pour une escapade à New York. C'est tout à fait approprié. C'est la bonne période. C'est un peu cher, mais c'est vraiment bien. En plus, c'est Halloween. Donc, il y a quelque chose d'agréable. Et en plus, il y a une ambiance aussi de début d'hiver. Oui, on peut commencer à avoir les premières patinoires, etc. La Californie qui reste accessible en toute l'année. Le plateau du Colorado, si on fait un petit mix, fonctionne bien. Et pourquoi pas sinon en profiter pour aller entre Chicago et Detroit. Ça peut être une bonne idée. On va éviter la Floride à cause des ouragans. En février, en hiver, on dirait que c'est à peu près comme Noël, effectivement. Et après, si on veut pousser Pâques, Noël. Et là, par contre, on peut effectivement plus pousser vers le plateau du Colorado. Oui, on peut commencer déjà à faire des voyages. Alors, avec les contraintes qu'on a évoquées, on ne va pas pouvoir faire les activités aquatiques, etc. Mais on peut commencer à faire pas mal de choses sur le plateau du Colorado. Pour ceux qui souhaitent faire une partie des États-Unis en camping-car... On va se concentrer sur l'Ouest américain, c'est quand même l'État le plus approprié. Et éviter sur les régions, villes, sur les régions de l'Ouest américain qui sont les plus nature, ça peut être monter jusqu'à Yellowstone, ça peut être un bout d'Idaho, ça peut être le plateau du Colorado, ou Dakota du Sud, effectivement, mais surtout éviter les grandes villes. Après, des destinations pour le camping,
sous-tente, je dis bien. C'est pareil, c'est tout le nord, tout l'ouest des États-Unis et le nord-est dans les parcs qu'on a évoqués en été, ça peut le faire aussi. Comme ça. Si on veut pas faire beaucoup de voitures... Alors ça, c'est compliqué. On l'a déjà fait, hein. On l'a fait, nous, en faisant en bus. Hein, si on veut faire peu de voitures, déjà, on peut aller plutôt vers les villes. Ce qu'on a évoqué, Chicago, le triplé New York, Philadelphie, Washington. Mais on peut aussi viser la Louisiane ou la Floride, où certes, il y a de la voiture, mais quand même moins que dans l'Ouest américain, moins qu'au Texas. Et éventuellement, si on se concentre uniquement sur le plateau du Colorado et qu'on fait aucune incursion en dehors, on peut faire dans l'Ouest américain le plateau du Colorado avec des temps de route quand même relativement limités. Ouais. Si on cherche essentiellement un périple avec beaucoup de baignade, dans ce cas-là... De plage surtout. De plage, ouais. Les deux destinations de plage aux États-Unis, c'est la Floride et Hawaï. Et on peut rajouter le sud californien, mais vraiment en restant au sud, entre Los Angeles et San Diego. Et pour conclure, des vacances pas chères. L'Ouest, mais en camping sous tente, ça peut être pas cher si on trouve des billets d'avion à prix abordable. La Floride en été, le Texas et la Louisiane à peu près en toute saison, mais notamment en été. Et puis finalement, le Midwest, les Appalaches, ça se révèle aussi des régions qui sont quand même franchement peu onéreuses et très très agréables. Donc, comme vous pouvez le constater, le champ des possibilités est vraiment vaste. Donc, il est vraiment primordial que vous réfléchissiez bien à ce que vous recherchez et ce que vous souhaitez découvrir. Et à partir de cette réflexion-là, il y aura des destinations qui apparaîtront et qui seront évidentes. Donc, il est vraiment important que vous posiez les bonnes questions. Et une fois que vous avez défini la bonne destination, par contre, faites très attention à la manière dont vous allez l'explorer. Alors maintenant, vous avez tout en main pour explorer différentes possibilités et faire votre choix. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous donnerons notre avis en toute sincérité et surtout en toute subjectivité, comme on le fait si bien. Comme à chaque fois. Allez, à bientôt. Au revoir. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à notre écoute. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à partager l'épisode et à vous abonner. Vous pouvez également poursuivre l'expérience en découvrant notre dictionnaire insolite des États-Unis aux éditions Cosmopole ou en nous retrouvant sur notre blog voyagerosetats-unis.com. Vous pourrez y découvrir nos circuits d'exploration des grandes villes américaines, acheter nos carnets de route ou nous contacter pour un coaching si vous souhaitez que l'on vous accompagne dans la conception de votre prochain voyage aux USA. On vous dit à très bientôt pour encore plus de soleil et de voyage au prochain épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast.